Ferme-la, vieille folle. Tu n'es plus rien ici. Ce furent les dernières paroles que j'entendis avant de sentir sa main m'agripper le bras avec une violence que je n'aurais jamais imaginée. Mon propre fils, mon Philippe, celui que j'avais porté 9 mois, celui à qui j'avais appris à marcher, me traînait dans le couloir comme un sac d'ordures. Mon épaule heurta le mur. Je sentis une douleur fulgurante traverser mon corps de 67 ans. Il me poussa dans la petite chambre du fond, celle qui servait autrefois de débarras. La porte claqua. J'entendis la clé tourner dans la serrure. Je restai là, par terre, tremblante. Non pas de peur, de rage. Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 67 ans, et pendant près de 2 ans, j'ai laissé mon fils et sa femme me transformer en prisonnière dans ma propre maison. Mais cette nuit-là, enfermée dans cette pièce qui sentait le renfermer et l'humiliation, je sortis de ma poche quelque chose qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Un petit téléphone portable, prépayé, sécrète. Mes doigts tremblaient en tapant le message. Une seule adresse. 3 mots de plus. Besoin d'aide urgente. Je l'envoyais à quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Quelqu'un qui me devait un service. Quelqu'un qu'ils avaient oublié. 20 minutes plus tard, j'entendis les sirènes. Et à cet instant précis, Philippe et Nathalie découvrirent à qui ils s'étaient attaqués. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, enfermé dans ce cagibi avec le cœur en miettes, je dois revenir au commencement, au jour où tout semblait encore possible, au jour où je croyais encore que mon fils m'aimait. Est-ce que toi aussi tu as été trahi par quelqu'un que tu aimais? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires, je veux te lire. Il y a 3 ans, ma vie était paisible. Je vivais seul dans une maison en pierre, pas très grande mais pleine de charme, à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Une maison que mon mari Robert et moi avions achetée il y a 40 ans, quand nous étions jeunes et pleins de rêves. Le jardin donnait sur la rivière. J'y cultivais des roses, des hortensias, des tomates en été. Robert est parti il y a 8 ans. Un cancer foudroyant. 3 mois entre le diagnostic et la fin. Je me suis retrouvée seule, mais pas démunie. J'avais travaillé 35 ans, comme institutrice. Ma retraite n'était pas énorme, 1 300 € par mois, mais c'était suffisant. Je payais mes charges, je faisais mes courses au marché du samedi, je m'offrais même un petit restaurant avec mes amis 1 fois par mois. Philippe était mon unique enfant. Il avait épousé Nathalie il y a 15 ans. Ils avaient 2 enfants, Lucas et Emma, mes petits-enfants adorés. Ils vivaient à Bordeaux, à 1h30 de route. Je les voyais régulièrement, chaque dimanche de fête, chaque anniversaire. Je préparais toujours le pot au feu pour Philippe, son plat préféré depuis l'enfance. Je mettais la belle nappe brodée que ma mère m'avait laissée. Lucas et Emma couraient dans le jardin pendant que je leur préparais des crêpes au sucre, et Philippe arrivait toujours avec ce sourire qui me faisait fondre. « Maman, ça sent délicieusement bon. Personne ne cuisine comme toi. » Nathalie, elle, était plus réservée. Elle restait souvent sur son téléphone. Elle soupirait quand les enfants faisaient trop de bruit. Au début, je mettais ça sur le compte du stress. Philippe m'avait dit qu'elle travaillait dans une agence immobilière, que les temps étaient durs, que le marché était difficile. Je hochais la tête. Je servais une autre portion de pot au feu. Je me taisais quand elle levait les yeux au ciel en voyant ma décoration, vieillotte, comme elle disait. Puis les visites de Philippe devinrent plus fréquentes. Il venait seul, parfois en semaine. Toujours avec une excuse. Je passais dans le coin, maman. Je voulais voir comment tu allais. Au début, j'étais ravie. Je pensais que mon fils réalisait enfin l'importance de passer du temps avec sa mère. Quelle naïveté. Les conversations prenaient toujours la même tournure. Nous buvions un café, nous parlions de tout et de rien, puis Philippe laissait tomber une question, comme par hasard. « Au fait, maman, tu t'en sors avec tes finances? Ta retraite te suffit? Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide, on est là. » Je lui souriais. Je lui disais que tout allait bien. Mais Philippe insistait. « C'est que je m'inquiète, maman. Tu es seule ici. Cette grande maison à entretenir. Et si tu tombes malade? Et si tu as besoin de soins ?» Ces mots restaient suspendus dans l'air, et même si je les balayais en disant que j'allais parfaitement bien, quelque chose en moi commençait à se sentir mal à l'aise. Ce fut lors d'une de ces visites que je vis le téléphone de Philippe vibrer sur la table. Il le saisit rapidement, trop rapidement. Je vis le nom sur l'écran, avant qu'il ne le retourne. « Nathalie, ne parle pas de ça devant elle. » Mon cœur se serra. Philippe se leva. « Excuse-moi, maman, c'est le travail. Je reviens. » Il sortit dans le jardin. Je le vis à travers la fenêtre,
faisant les 100 pas, gesticulant. Il regarda vers la maison plusieurs fois, vers moi, avec une expression que je ne sus pas déchiffrer. Quand il revint, son sourire était forcé. « Maman, Nathalie et moi, on a réfléchi. Toi ici toute seule, nous dans notre appartement trop petit à Bordeaux avec les enfants qui grandissent. Et si on venait vivre avec toi? Ce serait logique, non? On t'aiderait, tu nous aiderais. Une vraie famille. » Je sentis un poids dans l'estomac. « Vivre ensemble ?» répétai-je. « Oui, maman. » Réfléchis. « Tu aurais de la compagnie. On s'occuperait de toi. Et les enfants seraient tellement contents d'être près de leur mamie. » Il y avait quelque chose dans son ton qui ne me plaisait pas. Quelque chose dans la façon dont il prononça « vraie famille » qui sonnait creux. Mais Philippe était mon fils unique. Et moi, à 65 ans à l'époque, j'étais fatiguée d'être seule. « Laisse-moi y réfléchir, » dis-je. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assise dans mon fauteuil, celui que Robert m'avait offert pour nos noces d'argent, regardant par la fenêtre le jardin plongé dans l'obscurité. Les roses se balançaient sous la brise. La lune éclairait la rivière au loin. Et pour la première fois depuis longtemps, j'eus peur, non pas d'être seule, mais de ne plus l'être. 3 semaines plus tard, Philippe, Nathalie et les enfants emménagèrent chez moi. Ils arrivèrent avec un camion plein de cartons, de meubles, de bruit. Dès le premier jour, je sentis que quelque chose avait changé. Nathalie marchait dans la maison comme si elle en était la propriétaire. Elle déplaçait mes bibelots sans demander. Elle critiquait la disposition des meubles. Elle ouvrit mon réfrigérateur et soupira. « Il n'y a rien à manger ici. Que des légumes et des restes. » Philippe, lui, avait changé aussi. Il ne me regardait plus avec la même tendresse. Il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le premier vrai signe arriva 2 mois après leur installation. J'étais dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, quand Nathalie entra avec une enveloppe Kraft. « Geneviève, il faut que tu signes ça. » Elle posa l'enveloppe sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » « Juste des papiers pour mettre à jour ton assurance. Des formalités. Tu sais, à ton âge, c'est important d'avoir tout en ordre. » Quelque chose dans son regard évitait le mien. J'ouvris l'enveloppe. Il y avait plusieurs documents. Des termes juridiques que je ne comprenais pas entièrement. « Et ça ? Une procuration ?» demandai-je en pointant une des feuilles. Nathalie se raidit. « C'est juste pour qu'on puisse t'aider avec les démarches administratives si jamais il t'arrive quelque chose. Rien de grave. C'est standard. » Mais mon instinct me disait que ce n'était pas standard. « Laisse-moi lire ça tranquillement, » dis-je en refermant l'enveloppe. L'expression de Nathalie changea. Juste une seconde. Je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De l'irritation, de la colère même. « Comme tu veux, Geneviève. » Elle sortit de la cuisine sans un mot de plus. Cette nuit-là, je rangeai l'enveloppe non signée dans le tiroir de ma table de nuit. Et pour la première fois depuis mes 12 ans, depuis que mon père m'avait appris à me méfier, je fis quelque chose que je ne dis à personne. Le lendemain, je pris le bus pour Agen. J'entrai dans une boutique de téléphonie et j'achetai un petit téléphone portable à carte prépayée. Basique. Discret. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Je savais juste que j'en avais besoin. Je le cachais au fond de mon armoire, enveloppé dans un vieux foulard de soie. Et je continuais à vivre, comme si tout allait bien. Mais plus rien n'allait bien. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Les mois suivants furent une lente descente aux enfers. Nathalie cessa de me demander les papiers de procuration, mais je savais qu'elle n'avait pas abandonné. Je le voyais dans la façon dont elle fouillait dans mes affaires, quand elle pensait que je ne regardais pas. Je le voyais dans la façon dont elle entrait dans ma chambre sans frapper. Philippe, lui, devint de plus en plus présent à la maison. Son travail, il n'en parlait plus. Il passait ses journées devant la télévision, à râler contre tout et rien. Un jour, j'osai lui demander « Philippe, et ton travail à Bordeaux ? Tu ne vas plus au bureau ?» Il me lança un regard noir. « J'ai démissionné. Le télétravail, c'est l'avenir. » Mais je ne le voyais jamais travailler. Je ne le voyais que dépenser. Des achats en ligne, des sorties au restaurant, des vêtements neufs. Et moi, pendant ce temps, je comptais chaque centime de ma retraite. Le 1er du mois arriva. Ma pension de 1 300 € fut versée sur mon compte comme d'habitude. Ce matin-là, après le petit déjeuner, Philippe s'assit en face de moi. « Maman, il faut qu'on parle. »« De quoi ? » ?»« D'argent. Tu vis ici avec nous maintenant. On partage tout. C'est normal que tu participes aux frais. » Je le regardais.
incrédule. Participer aux frais? Philippe, c'est ma maison. Je paie déjà toutes les charges. Oui, mais maintenant on est plus nombreux. L'électricité coûte plus cher, la nourriture aussi. Il faudrait que tu nous donnes 500 € par mois. 500 €. Presque la moitié de ma retraite. Philippe, je ne peux pas. Il me reste à peine assez pour mes médicaments. Mes courses, tes médicaments ne coûtent pas grand-chose. Et puis, tu manges avec nous maintenant. Tu n'as plus besoin d'acheter autant. Je sentis la colère monter. Cette maison est à moi. C'est moi qui vous héberge. Et tu me demandes de payer? Philippe se leva. Il fit un pas vers moi. Son visage était dur, méconnaissable. Écoute-moi bien, maman. Les choses ont changé. Tu es vieille. Tu ne peux plus vivre seule. Sans nous, tu finirais en maison de retraite. Alors soit tu coopères, soit... Il ne finit pas sa phrase. Il n'en eut pas besoin. Je compris à cet instant que mon fils n'était plus mon fils. Il était devenu un étranger. Cette nuit-là, je sortis le téléphone secret de sa cachette. J'enregistrai un seul numéro, celui d'une vieille connaissance. Maître Hubert Delacroix, avocat à la retraite, un ami de Robert, du temps où ils jouaient aux échecs ensemble, au café du village. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. Je ne l'appelais pas encore. Mais savoir que je pouvais le faire me donna un peu de force. Les semaines passèrent. Je cédais. Je donnais 300 € à Philippe ce premier mois, puis 400 le mois suivant, puis 500. Ma retraite fondait. Je ne pouvais plus m'acheter grand-chose. Je mangeais ce qu'il laissait. Je portais les mêmes vêtements depuis des mois. Et puis mes bijoux commencèrent à disparaître. D'abord, ce furent les boucles d'oreilles en or que Robert m'avait offertes pour nos 10 ans de mariage. Je les cherchais partout, introuvables. Puis, mon bracelet en argent, celui de ma mère, puis mon collier de perles. Je confrontai Nathalie. Mes bijoux ont disparu. Tu sais quelque chose? Elle eut l'audace de sourire. Geneviève, à ton âge, on oublie où on met les choses. Tu les as sûrement rangées quelque part, et tu ne t'en souviens plus. Je n'ai rien oublié. Quelqu'un les a pris. Tu m'accuses? Tu accuses ta propre belle-fille? Je ne répondis pas. Mais je savais. Ce soir-là, je pleurais. Pour la première fois depuis la mort de Robert, je pleurais vraiment. Non pas pour les bijoux, mais pour tout ce que j'avais perdu. Ma dignité, ma paix, mon fils. Le jour de mes 66 ans, je me levais avec un petit espoir. Être que Philippe se souviendrait. Être qu'il y aurait un gâteau, une bougie, un mot gentil. Je mis ma plus belle robe, celle que Robert aimait tant. Je me maquillai légèrement. Je descendis à la cuisine. Elle était vide. Des miettes sur la table, des tasses sales dans l'évier. Ils étaient partis sans un mot. J'attendis toute la journée. Personne ne vint. Personne n'appela. Personne ne se souvint. À 20h, quand Philippe et Nathalie rentrèrent avec les enfants, je les attendais dans le salon. « Bonsoir, maman », dit Philippe sans même me regarder. Il monta directement à l'étage. Je restai seule. Cette nuit-là, je sortis le téléphone secret. Mes doigts survolèrent le numéro de Maître Delacroix. « Pas encore », me dis-je. « Pas encore. Mais bientôt. Très bientôt. » La situation dégénéra le mois suivant. J'étais dans ma chambre, quand j'entendis des voix venant du salon. Philippe et Nathalie parlaient à voix basse, mais j'avais l'ouïe fine. Je m'approchais silencieusement de la porte entr'ouverte. « Je te dis que c'est presque fait », disait Philippe. « La vieille est complètement sous contrôle. »« Et pour la maison ?» demanda Nathalie. « J'ai trouvé un médecin qui peut nous aider, le docteur Garnier. Il me doit un service. Si on arrive à prouver qu'elle est sénile, qu'elle perd la tête, on peut demander une mise sous tutelle. Et là, c'est moi qui gère tout. La maison, ses comptes, tout. » Mon sang se glaça. « Tu es sûr que ça va marcher ?» ?»« Évidemment. J'ai déjà commencé à noter tous ces incidents. Les fois où elle dit qu'on lui vole ses affaires alors qu'elle les perd. Les fois où elle oublie des choses. J'ai un dossier entier. Dans quelques semaines, j'aurai assez pour convaincre n'importe quel juge qu'elle n'est plus capable de gérer ses affaires. Et la maison vaut combien, tu crois? Au moins 350 000 €. Peut être plus avec le terrain. Une fois qu'on l'aura vendu, on sera tranquille. Je reculais, le cœur battant si fort que je pensais qu'ils allaient l'entendre. Mon propre fils. Mon Philippe. Il planifiait de me faire déclarer folle pour voler ma maison. Je remontais dans ma chambre sans faire de bruit. Je m'assis sur mon lit. Je tremblais de tout mon corps. Cette fois, je n'hésitais pas. Je sortis le téléphone secret et j'écrivis un message à Maître Delacroix. C'est Geneviève Moreau.
J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Mon fils veut me faire interner pour prendre ma maison. La réponse arriva en quelques minutes. Geneviève, je me souviens très bien de vous. Que se passe-t-il exactement? Je lui racontai tout. Les demandes d'argent, les bijoux volés, ce que je venais d'entendre. Sa réponse fut claire. Ce que vous décrivez est un abus de faiblesse et une tentative de spoliation. C'est un délit grave. Mais pour agir, il nous faut des preuves. Pouvez-vous enregistrer des conversations, prendre des photos de documents? Je vais essayer. Soyez prudente. Et si vous vous sentez en danger, appelez-moi immédiatement. J'ai des contacts à la gendarmerie. Je rangeai le téléphone. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais moins seule. Les jours suivants, je devins une espionne dans ma propre maison. Je photographiais le dossier que Philippe avait constitué contre moi. Des pages entières de mensonges. 15 mars. Geneviève a accusé Nathalie de lui avoir volé son bracelet. Comportement paranoïaque. 22 mars. Geneviève a oublié qu'elle avait déjà mangé et a redemandé le dîner. Confusion mentale. Tout était faux, tout était fabriqué. Je photographiais aussi une lettre qu'il avait commencé à rédiger pour un médecin, une demande d'évaluation psychiatrique. J'envoyais tout à Maître Delacroix. C'est exactement ce qu'il nous fallait, me répondit-il. Maintenant, il nous faut des preuves des menaces verbales. Si vous pouvez enregistrer une conversation où il vous menace ou parle de son plan, nous aurons un dossier solide. L'occasion se présenta 3 jours plus tard. Philippe entra dans ma chambre sans frapper. Il avait l'air furieux. « Maman, je sais que tu nous caches de l'argent. » Je le regardais, le cœur battant. Mon téléphone était dans ma poche, en mode enregistrement. « De quoi tu parles? Ne joue pas à ça avec moi. Ta retraite, tu ne nous donnes pas tout. Tu gardes de l'argent quelque part. Je veux savoir où. Ma retraite est à moi, Philippe. Je te donne déjà plus de la moitié. » Il fit un pas vers moi. Son visage était déformé par la colère. « Ta retraite est à la famille. Et ici, c'est moi la famille. Toi, tu n'es plus qu'un poids, une charge. Tu comprends ça? Cette maison est à moi, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Pour l'instant. Mais bientôt, tu ne seras plus capable de rien décider. J'ai un médecin qui va certifier que tu perds la tête. Et quand ce sera fait, cette maison sera à moi. Tu finiras dans un EHPAD, à bouffer de la soupe et à mourir seul. C'est ça que tu veux? Chaque mot était un coup de poignard. Tu me menaces? Je te préviens. Donne-moi l'argent, ou les choses vont devenir très difficiles pour toi. Il sortit en claquant la porte. J'arrêtai l'enregistrement. Mes mains tremblaient, mais j'avais ce qu'il me fallait. J'envoyai l'audio à Maître Delacroix immédiatement. Sa réponse arriva dans l'heure. « C'est parfait, Geneviève. J'ai contacté un ami capitaine à la gendarmerie. Nous sommes prêts à agir, mais je dois vous prévenir. Une fois que nous aurons lancé la procédure, il n'y aura pas de retour en arrière. Êtes-vous prête? » Je regardais le message pendant longtemps. Étais-je prête à faire arrêter mon propre fils? Étais-je prête à perdre ma famille pour toujours? Je pensais à Robert, à ce qu'il dirait s'il voyait ce que Philippe était devenu. Je pensais à mes petits-enfants, Lucas et Emma, à la douleur de peu, être ne plus jamais les voir. Je pensais à ma maison, à mes roses, à ma dignité, et je répondis « Oui, je suis prête. » Mais avant que le plan puisse se mettre en place, les choses empirèrent. C'était un mardi soir. J'étais descendue à la cuisine pour boire un verre d'eau. Philippe et Nathalie regardaient la télévision dans le salon. Je pensais passer inaperçue. Mais Nathalie me vit. « Tiens, la vieille qui se promène. Tu ne devrais pas être au lit à cette heure. » Je l'ignorais. Je me versai un verre d'eau. « Je t'ai parlé, » insista-t-elle. « Je n'ai rien à te dire, » répondis-je. Philippe se leva du canapé. Il avait bu. Je le voyais à ses yeux vitreux. « Comment tu parles à ma femme? » « Je parle comme je veux, dans ma maison. » Ce fut le mot de trop. Philippe traversa la pièce en 2 enjambées. Il m'attrapa par le bras, serrant si fort que je sentis mes os craquer. « Ta maison? Tu crois encore que c'est ta maison? Lâche-moi, tu me fais mal. » Mais il ne lâcha pas. Il me tira vers le couloir. Mes pieds glissaient sur le carrelage. Je criai. Nathalie ne bougea pas du canapé. « Tu vas apprendre ta place, vieille folle !» gronda Philippe. Il me poussa dans la petite chambre du fond. Je tombai par terre. La douleur explosa dans mon épaule. La porte claqua. La clé tourna. Je restai là, dans le noir, le souffle court, le bras en feu. Puis, je me souvins. Le téléphone. Il était toujours dans ma poche. Mes doigts tremblaient si fort
que je mis plusieurs secondes à l'allumer. J'écrivis un message à Maître Delacroix. Ils m'ont enfermé. Mon fils m'a agressé. Venez vite. J'ajoutai mon adresse. La réponse fut immédiate. J'appelle la gendarmerie. Tenez bon. Ils arrivent. Je serrai le téléphone contre ma poitrine et j'attendis. Le temps sembla s'étirer à l'infini. Chaque minute était une éternité. J'entendais des voix étouffées de l'autre côté de la porte. Philippe et Nathalie qui discutaient, qui riaient, peut-être, puis les sirènes, d'abord lointaines, puis de plus en plus proches. J'entendis des coups à la porte d'entrée. Des voix fortes. Gendarmerie, ouvrez, des pas précipités dans le couloir, la clé qui tournait dans ma serrure. La porte s'ouvrit. Un gendarme me regarda, puis se retourna. Elle est là. Appelez une ambulance. On m'aida à me relever. On m'emmena dans le salon. Philippe était là, menotté, le visage blême. Nathalie pleurait dans un coin. Les enfants, réveillés par le bruit, regardaient la scène depuis les escaliers avec des yeux terrifiés. Un capitaine de gendarmerie s'approcha de moi. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants. « Madame Moreau, je suis le capitaine Bergeron. Maître Delacroix m'a tout expliqué. Vous êtes en sécurité maintenant. » Je le regardais, puis je regardais Philippe, mon fils, mon bébé. Menotté dans mon salon. « Maman, dit-il. » Et sa voix était soudain suppliante. « Maman, c'est un malentendu. Je ne voulais pas. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au commissariat, le coupa le capitaine Bergeron. Emmenez-le. » Ils le firent sortir. Nathalie le suivit, escortée par une autre gendarme. Je me retrouvais seule avec le capitaine et mes petits-enfants qui me regardaient, perdus. « Mamie ?» demanda Emma, sa petite voix tremblante. « Pourquoi ils emmènent papa ?» Je n'eus pas la force de répondre. Les services sociaux arrivèrent 1 heure plus tard pour prendre en charge Lucas et Emma. On les emmena chez la sœur de Nathalie, à Toulouse. Je les regardais partir, le cœur en miettes. C'était le prix à payer. Cette nuit-là, seule dans ma maison vide, je ne dormis pas. Je restais assise dans le fauteuil de Robert, à regarder le jardin par la fenêtre. J'avais gagné. J'avais récupéré ma maison, ma liberté, ma dignité, mais j'avais perdu mon fils. Et être mes petits-enfants à jamais. Le procès eut lieu 8 mois plus tard. Philippe fut reconnu coupable d'abus de faiblesse, de violence sur ascendant, de vol et de tentative d'escroquerie. Il fut condamné à 4 ans de prison ferme. Nathalie, considérée comme complice, écopa de 2 ans avec sursis. Les bijoux qu'ils avaient vendus ne furent jamais retrouvés. Mais l'alliance de Robert, celle que je pensais perdue à jamais, était dans un tiroir de la chambre de Nathalie. Elle n'avait pas encore eu le temps de la vendre. Je la récupérai avec des larmes de soulagement. Maître Delacroix m'accompagna tout au long du processus. Il refusa d'être payé. « Robert était mon ami », me dit-il. « C'est le moins que je puisse faire pour sa femme. » Après le procès, je modifiai mon testament. Je déshéritai Philippe. Tout ce que je possède ira à Lucas et Emma, dans un fonds géré par un notaire jusqu'à leur majorité. J'écrivis aussi une lettre pour mes petits-enfants. Une lettre qu'ils liront quand ils seront grands. Une lettre qui explique tout, pas pour me justifier, mais pour qu'ils comprennent que parfois, l'amour doit s'accompagner de limites. Cela fait maintenant 2 ans. Ma vie a repris son cours. Plus calme, plus solitaire, mais plus sereine aussi. Je me suis rapprochée de mes voisins. Madame Bertrand, qui habite la maison d'à côté, est devenue une amie précieuse. Nous prenons le thé ensemble chaque mercredi. J'ai repris le jardinage. Mes roses n'ont jamais été aussi belles. Philippe m'a écrit 1 fois, depuis la prison. Une lettre pleine d'excuses, de promesses, de demandes de pardon. Je ne lui ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être que non. Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que je ne regrette rien. J'ai appris quelque chose de très important dans cette épreuve. J'ai appris que s'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme. J'ai appris que poser des limites n'est pas de la cruauté. J'ai appris que protéger sa paix est un acte d'amour envers soi-même. Et j'ai appris que parfois, la famille qu'on choisit est plus forte que la famille de sang. Lucas et Emma m'appellent 1 fois par mois maintenant. Leur tante a accepté de maintenir le contact. Les conversations sont encore maladroites, mais c'est un début. La semaine dernière, Emma m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer. « Mamie, quand je serai grande, je viendrai te voir à Villeneuve, et on fera des crêpes ensemble, comme avant. »« J'attendrai, ma chérie, » lui ai-je répondu. « J'attendrai. »
Ce matin, en arrosant mes roses, j'ai vu un papillon se poser sur les pétales. Il était bleu, magnifique, fragile. Ma mère disait toujours que les papillons sont les âmes de ceux qu'on a aimés qui viennent nous rendre visite. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime le croire. J'aime croire que Robert est fier de moi. J'aime croire que tout ira bien. Et tu sais quoi? Toi qui m'écoutes de l'autre côté de l'écran, tout ira bien pour toi aussi. Peut être pas aujourd'hui, peut être pas demain, mais un jour. Parce que la vie finit toujours par s'équilibrer, parce que la justice, même tardive, arrive toujours, parce que tu mérites la paix, le respect, la dignité. Et si quelqu'un essaie de te les enlever, souviens-toi de mon histoire. Souviens-toi qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Souviens-toi que tu n'es pas seul, et souviens-toi que ta vie t'appartient. Personne, absolument personne, n'a le droit de te la voler. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Parfois, une histoire peut tout changer. Que Dieu te bénisse et à bientôt.